cette fois-ci, c'est vraiment la dernière webinaire de notre série de webinaires sur la gestion des données en sciences humaines et sociales. Et notre objectif était de initier un peu les gens en sciences humaines et sociales, les chercheurs, mais aussi de l'industrie, sur les enjeux de la gestion des données. Et on est parti, disons, de la collecte jusqu'à l'analyse, l'archivage. Et aujourd'hui, on a parlé de cybersécurité dans la première heure. Et maintenant, avec une table ronde, et on va aborder des questions de l'éthique sur de la gestion de la donnée. Nous avons 4 participants. Et donc, comment on va fonctionner? J'ai quelques questions qu'on a préparées avec ces participants. Je vais commencer par la première question. Et on va faire un tour de table. Et je vais commencer par Monsieur Guillaume Paré, qui est ici en salle, pour ensuite interroger Martin Gilbert, professeur Martin Gilbert, et ensuite Madame Lina, et enfin Monsieur Eric Rancourt. Je ne vois pas sa caméra, mais il nous entend. Puis elle va probablement, s'il peut, c'est ça, va la partir, elle est là. Donc, chacun d'entre vous va se présenter, ça va être plus simple comme ça. Donc, je vais commencer par M. Guillaume, qui est ici. Et avant effectivement de, de lui passer la parole, on va poser la première question de cette table ronde. Donc, c'est une question assez générique. Donc, ça va être posé pour tout le monde, même si quelqu'un parmi les 4 personnes ne se sent pas trop à l'aise, il faut considérer, c'est juste une question pour briser la glace, ok? Donc, je vais lire ma question. Donc, si nous nous limitons au discours médiatique sur l'éthique de la gestion des données, nous avons tendance à penser surtout aux robots dotés d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Est-ce qu'une éthique des données s'applique seulement au niveau des algorithmes de l'intelligence artificielle? Non, souvent, on parle d'intelligence artificielle et d'éthique, mais est-ce que c'est le seul domaine? Voilà, Monsieur Guillaume. Oui, donc bonjour, Guillaume Paré. Je suis conseiller au directeur de la recherche et de l'innovation à Polytechnique Montréal. Je suis également responsable du comité d'éthique, personne chargée de la conduite responsable en recherche dans l'établissement. Ça fait à peu près 17 ans en tout que je travaille dans le domaine et en particulier sur la question de la gestion des données de recherche dans le contexte particulièrement de la recherche avec des êtres humains. Pour ce qui est des travaux à Polytechnique, je suis également impliqué dans la préparation d'un projet de politique en gestion des données de recherche qui devrait être rendu public incessamment, en fait la semaine prochaine possiblement. Dans la question que tu nous poses, David, il y a plusieurs éléments. En fait, il y a j'y vois 3 éléments. En fait, d'abord, les attentes sociétales en matière de gestion des données. Il y a des aspects normatifs aussi propres à l'encadrement, quand on parle de valeur, entre autres. Et les différents champs d'application des données aussi. Donc, on parle de leur fin, leur utilisation, qui sont nécessairement pluriels. J'ai beaucoup aimé l'intervention d'ailleurs de Frédéric Kuppen sur ces aspects-là dans la première moitié de la journée. Dans tous les cas, les universités, et quand je parle des universités, je réfère toujours à l'institution, donc à cette espèce d'assemblée de chercheurs et d'étudiants. Les universités ont une responsabilité à l'égard des données en tant que telles. Et cette responsabilité-là, en fait, est envers la société, des citoyens, mais aussi des partenaires de recherche. Donc, ça, c'est vraiment, c'est plus pour les aspects, je dirais, d'attente sociétale. Pour ce qui est des attentes normatives, la complexité de la gestion des données de recherche, c'est vraiment qu'on est au carrefour de multiples normativités. Donc, on a évidemment les enjeux éthiques qu'on aborde aujourd'hui, mais il y a les enjeux juridiques de sécurité informatique, des attentes sociétales aussi et des fois culturelles quand on pense à la gestion des données de recherche avec les communautés autochtones. Donc, il y a ces éléments-là qui viennent des fois se placer en tension, qui soulèvent des enjeux nouveaux ou des fois difficilement réconciliables. Quant au champ d'application en tant que tel, oui, il y a l'intelligence artificielle, bien sûr, mais pour moi, l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un moyen en recherche. Donc, par conséquent, la gestion des données de recherche n'est pas limitée à ce domaine-là. Elle fait vraiment tâche d'huile à l'ensemble des activités de recherche en tant que telles.
Cela étant dit, d'un point de vue de l'encadrement réglementaire, je suis pas un tenant du particularisme de chaque domaine et chaque discipline. Je pense que les grands principes généraux, respect de la dignité de la personne notamment, je vais y revenir tantôt, sont des éléments fondamentaux qui peuvent orienter de façon générale les pratiques, peu importe les domaines, peu importe les méthodes. Donc, ça sera un peu ma réponse à cette question. Bon, merci. Donc, je vais en fait changer mon ordre que j'avais dit au début. Je vais, mon deuxième, ça va être Monsieur Eric Rancourt, et puis ensuite Martin Guibert, puis ensuite Lina Harper. Merci. Bonjour David, bonjour tout le monde. Mon nom est Éric Rancourt, je suis directeur général des méthodes statistiques modernes et de la science des données à Statistique Canada. Et je suis aussi dirigeant principal de l'éthique des données et de l'intégrité scientifique. Alors, avant de commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui ont rendu ça possible. C'est vrai que on entend beaucoup parler de l'éthique des données par la porte d'entrée qu'est l'intelligence artificielle, mais des données, il y en existe depuis très longtemps. Si on prend juste Statistique Canada, c'est notre 104e anniversaire cette année et on a eu des enjeux d'éthique de données de tout temps au long du fil de notre histoire. Mais si on regarde un peu plus les données comme telles, en fait, l'éthique, il y a l'éthique des données, il y a les algorithmes et il y a les comportements des personnes. Il faut vraiment considérer l'éthique dans l'ensemble de ces dimensions-là. Puis aussi, c'est tout au long du cycle de vie des données. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup au moment du traitement, au moment où on augmente la valeur des données. Mais si on pense à tout le cycle, par exemple, comme on fait à Statistique Canada, on organise en 4 grands champs le cycle de vie en se procurant les données, en les protégeant, en les préparant et en les partageant. Et souvent, la préparation, c'est là qu'il y a les modèles qui sont utilisés, mais dès l'acquisition, où on se procure les données, il y a des enjeux éthiques sur à quoi avons-nous droit d'avoir accès en termes légaux, mais quelle est l'acceptabilité sociale. Après ça, de la protection, comme on a vu la session précédente, il y a beaucoup d'enjeux sur la protection, la sécurité. La préparation, évidemment, tous les enjeux des algorithmes et le partage, la protection de la confidentialité, s'assurer de ne pas nuire à des personnes, l'équité, tout ça. Donc, oui, c'est beaucoup plus que seulement l'intelligence artificielle, l'éthique des données. Merci. Monsieur Dubert? Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Alors moi, je suis chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal avec une formation en philosophie. En fait, mon titre complet, c'est chercheur en éthique de l'intelligence artificielle et des données massives. Donc moi, je suis plutôt le représentant, je suis plutôt la personne qui insiste sur le lien entre l'intelligence artificielle et les données, puis je vais revenir un instant là-dessus. Mais évidemment, mes collègues ont raison de dire que c'est bien plus large que ça et qu'on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour se poser des questions relatives aux données, même relatives à l'information, parce que les données, finalement, c'est de l'information. Il n'y a pas très longtemps, j'ai réfléchi sur des questions d'éthique des bibliothèques. Il y a des questions qui se posent aux bibliothécaires qui peuvent ressembler à plusieurs égards à l'éthique des données, mais pour introduire peut-être juste en quoi le lien intelligence artificielle et puis données est quand même pertinent, c'est que l'intelligence artificielle qui se fait beaucoup récemment depuis 2012 avec l'apprentissage automatique, on apprend beaucoup à partir de données, et un enjeu qui se pose, c'est qu'on veut que les algorithmes qui apprennent à partir des données qui proviennent de la réalité ne reproduisent pas nécessairement cette réalité, en particulier parce que on est dans une réalité où il y a des injustices. Ces injustices peuvent aussi se révéler dans les données, dans la description qu'on a de la réalité. Donc là, il peut y avoir dans un système d'intelligence artificielle, ça peut être pertinent de savoir, ok, bon, voilà comment les choses sont, mais
du point de vue éthique, ce qui est très important, c'est de se demander aussi comment on voudrait que les choses soient. Donc, pas se contenter de retranscrire dans le monde de l'intelligence artificielle et de l'automatisation des inégalités qui existeraient dans la réalité. Donc, voilà, peut-être pour résumer, le risque que posent les données en intelligence artificielle, c'est qu'on reproduise dans des systèmes automatiques des inégalités qui sont présentes dans la société. Mais bien évidemment, la question des données va aussi au-delà de ça. Merci. Madame Harper. Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis sur le territoire Anishinaabeg à Ottawa, Ontario aujourd'hui. Et puis, je travaille comme curatrice de données à l'Alliance de recherche du Canada, au Canada. Et puis, moi, je vous invite à penser un peu je suis de l'opinion, dans le fond, que les êtres humains, l'influence des êtres humains ne seront jamais remplacées. Donc, nous, on fait de la curation des données pour les données de recherche, pour les chercheurs, et puis on applique des métadonnées. Donc, ça sera toujours nécessaire d'avoir une intervention d'un être humain pour que le web soit compris et contextualisé pour l'audience qui est aussi humain. Donc, et puis je vous invite aussi, je recommande un livre, c'est en anglais, mais c'est très influentiel. C'est par Sophia Nobley en Californie. Et puis elle parle, je vais le mettre dans le chat, elle parle comment les moteurs de recherche comme Google ou même Facebook ont l'influence des êtres humains et les injustices des êtres humains et le racisme des êtres humains quand on retrouve les résultats de notre recherche dans ces systèmes de recherche. Donc, je continue un peu ce que je pense que l'autre personne vient de parler je pense que c'était Martin qui vient de parler de ça, excuse-moi. OK. Donc, je vous invite à vraiment penser au fait qu'on n'aura jamais, on peut jamais se déraper de l'influence humaine. On en a besoin pour le contextualiser, cette information-là. OK, merci. Merci pour ce premier tour de table. On commence doucement à rentrer dans les sujets déjà un peu introduits par tous. Mais aussi introduit par M. Rancourt tout à l'heure. Ça introduit un peu à ma deuxième question. Quelles sont les dimensions d'application de l'éthique dans un projet d'analyse des données en sciences humaines et sociales? Donc, ça s'applique. Quelles sont ces dimensions dans lesquelles on a besoin de l'éthique? Et quels sont les enjeux éthiques les plus importants? Donc, M. Paré. Oui, merci. Je pense qu'on a peut-être un petit pas de recul à faire pour définir éthique d'abord et avant tout, parce que c'est l'objet de la rencontre aujourd'hui. L'éthique, du moins la perspective dans laquelle moi je m'inscris, c'est vraiment dans une perspective de réflexion en intégrité. Donc, c'est une mise en valeur, une mise cohérente des valeurs avec nos actions, nos discours et nos choix. Donc, c'est vraiment de poser notre regard critique sur, comme je viens de le dire, le discours, les actions et les choix qu'on fait. Cela étant dit, maintenant, c'est quoi les éléments qui sont fondamentaux dans le contexte des projets de recherche en sciences humaines et sociales? Bon, bien évidemment, intuitivement, on a l'enjeu du respect de la dignité des participants qui se transpose dans toutes les mesures de précaution qu'on va mettre en place au niveau de la protection des renseignements personnels. Mais je m'y attarderai pas tant que ça parce que je dirais c'est un peu intuitif, puis ça doit être un peu le niveau de base qu'on doit avoir. Par ailleurs, en sciences humaines et sociales, il y a d'autres dimensions d'ordre éthique qui sont quand même importantes et des fois escamotées de la réflexion. Notamment le lien de confiance qu'on a avec des milieux de recherche, avec des communautés, des partenaires industriels aussi, qui rendent possible l'exercice de la recherche, qui rendent possible cette activité-là. Et donc, par conséquent, la collecte des données, leur utilisation aux fins du développement des connaissances, qui est l'essence même des universités.
Et donc, je pense qu'on a un souci à avoir de ce point de vue-là par rapport aux actions justement qu'on pose. Donc, comment toutes les activités entourant la recherche peuvent avoir un impact sur cette relation de confiance-là avec les différents acteurs de la recherche. Donc, d'une part, il y a cet élément-là. Et les risques sont bien réels. Je veux dire, en sciences humaines et sociales, brûler un terrain, c'est-à-dire ne plus être le bienvenu au sein d'un milieu, ça peut sonner de là de tout un pan de la recherche pour une équipe de recherche ou un laboratoire. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde ces éléments-là en tête. En même temps, il y a toute une réflexion à se poser sur l'utilisation des données une fois qu'on les a. Est-ce que parce qu'on a des données, on doit absolument les utiliser? Je pense que c'est une question légitime qu'on peut se poser. Ça me rappelle, j'en parle tout le temps, mais une conférence en 2009 à la phase de Joanne Otis qui parlait justement de cet enjeu-là où, ben, dans certains cas, la divulgation de données peut contribuer à augmenter la stigmatisation ou la discrimination de certains groupes. Donc, il faut se poser la question, ben, comment les divulguer, comment inscrire ça dans le travail du chercheur ou de la chercheure, sans pour autant miner la relation de confiance, comme je disais, avec les groupes, et plus particulièrement, plus singulièrement, je dirais, les individus en tant que tels, quand ils sont peu nombreux. Donc, je dirais que c'est pas mal ça. Merci. Monsieur Dubert? Alors moi, j'ai pas d'expérience personnelle là, en philo. On n'utilise pas trop de données. Là, on fait juste lire des articles. Après, je sais qu'il existe des cadres un peu d'éthique des données. Probablement que Monsieur Rancourt connaîtra ça mieux que moi. Mais je sais qu'on parle souvent d'un principe de finalité ou l'idée qu'il faut que nos données servent à quelque chose avant qu'on les récupère. On n'a pas ça paraît un peu mal, ça paraît très mal de récupérer des données en disant on va les utiliser plus tard. Non, je pense qu'il faut savoir d'avance à quoi elles vont servir. On parle d'un principe de proportionnalité et de pertinence pour que on n'enfreigne pas trop la vie privée pour un objectif qui serait pas qu'on jugerait pas pertinent. Après, il y a des histoires d'équilibre. Il y a la question de la conservation des données, de la durée des données. Il y a la question qui est reliée à ça, l'idée d'un droit à l'oubli. Alors, peut-être pas chez les chercheurs universitaires, ça se pose peut-être pas comme ça, mais de façon générale, et la législation européenne du RGPD a lancé cette idée qu'on devrait pouvoir se faire au moins que nos données personnelles pourraient, sous certaines conditions, être déréférencées par Google. Et puis évidemment des enjeux de confidentialité, de vie privée qui sont importantes et de respect des droits fondamentaux. Mais bon, voilà, ces principes-là sont pas réservés aux utilisations de données en recherche en sciences humaines et sociales. C'est plus général, mais voilà, je peux pas rentrer davantage dans les détails. Merci. C'est déjà très bien. Merci, Monsieur Rancourt. Merci. Je vais enchaîner sur les propos de Guillaume et Martin. D'abord, en termes de respect, ça concerne qui, quoi et comment. Et trop souvent, la perception de l'éthique, des fois, c'est vu comme étant une façon de justifier ce qu'on allait faire de toute façon. Ou bien c'est vu par d'autres personnes comme étant une barrière qui va nous empêcher de faire ce qu'on voulait faire. Mais c'est pas ça du tout. L'éthique des données consiste à se doter d'un cadre qui va permettre de faire des choix éclairés. Et c'est pour ça qu'à Statistique Canada, on s'est doté d'un cadre qui s'appelle le cadre de nécessité et proportionnalité. Ça rejoint ce que Martin vient de dire. Toute acquisition de données, tout appariement de données, toute utilisation de modèles automatisés, que ce soit apprentissage automatique ou même des modèles plus simples, dès qu'ils sont automatisés, on passe ces questions-là à travers un cadre de nécessité proportionnelle. Quels sont les biens publics qu'on vise à atteindre? Est-ce que vraiment c'est nécessaire de recueillir toutes ces données-là, de les utiliser? Et ensuite, est-ce que l'effort qu'on va faire pour faire une intrusion dans la vie des gens en recueillant de l'information avec ou sans consentement selon que les enquêtes sont obligatoires ou volontaires, on se pose ces questions-là et quelles sont les alternatives?
Et en se posant ces questions-là, évidemment, on parle de vie privée, on parle de transparence, de confidentialité. Et tout ça est aussi en parallèle avec le but d'informer correctement, que ce soit des chercheurs qui veulent tirer des conclusions, que ce soit un organisme statistique comme Statistique Canada qui veut informer la société. On ne veut pas avoir de biais statistiques, biais d'estimation, qui se traduirait par une inéquité envers quelques groupes que ce soit. Donc, si on veut souvent minimiser les biais, il y a des compromis et des choix difficiles à faire avec protection de la vie privée et même transparence. Et c'est là que le cadre éthique vient amener une façon de se poser les bonnes questions. Ça donne pas toutes les réponses, mais au moins ça guide dans les questions. Merci. Madame Harper? Oui, donc pour enchaîner un peu avec un peu ce que tout le monde a dit, c'est sûr que c'est super important de penser à une stratégie globale d'utilisation et de réutilisation de données dans un contexte académique. Mais je dirais aussi, de mon opinion, de mon point de vue, c'est sûr que c'est les éthiques des données de recherche, c'est un milieu gris pour moi. Il n'y a pas de noir. Il y a souvent du noir et blanc, soit du noir, sinon du blanc. Et puis, il y a un juste milieu, je pense. Et puis, il faut vraiment réfléchir avec le contexte et puis quelle sorte de données, avec qui, pourquoi. Et puis, j'aimerais juste apporter mon point de vue aussi, un des enjeux importants de notre temps présentement pour aussi dans mon travail avec le dépôt fédéré canadien, que DFDR qu'on utilise. Il y a aussi Borealis. Donc, quand on parle de mégadonnées, on parle aussi un grand dommage environnementaux. Il y a avec l'augmentation du stockage des données, c'est sûr que ça pourrait causer des dommages dans notre environnement. Et puis c'est important de faire de la recherche sur cela, je crois. Donc avec l'utilisation et la fabrication des câbles, le carbone, la chaleur, du disque dur. Les systèmes doivent être refroidir les tours de données dans le fond. C'est toutes des enjeux avec des conséquences vraiment très matérielles. Donc, je pense que c'est quelque chose on n'en parle pas assez dans notre domaine de recherche de données. Donc, c'est tout. Merci. Donc, essentiellement, on comprend qu'il y a des valeurs éthiques qu'il faut respecter à tout niveau, de la collecte à la préparation, à l'archivage, comme vous venez de dire, Madame Harper, à l'analyse et même à la divulgation des données. Mais là, on a un peu, Monsieur Guibert a un peu commencé à répondre à cette question, mais là, la question que je me pose, c'est quelles sont les valeurs qu'il faut respecter à tout prix dans un projet de recherche en sciences humaines? Et est-ce qu'il y a des valeurs éthiques qui sont négociables et d'autres qui sont prioritaires, d'autres qui sont moins prioritaires? Et puis, est-ce que ces valeurs peuvent changer d'une culture à une autre? Donc, Monsieur Paré. Alors, vaste question. J'aurais tendance à dire qu'il y a parmi toutes les valeurs qui peuvent être évoquées en lien avec la gestion des données de recherche, la valeur, selon moi, qui ne peut être négociée, c'est le respect de la dignité des personnes. Cet élément-là est central. Je reviens sur le lien de confiance qu'on a, les universités, avec les gens qui nous fournissent les données. Donc, cette valeur-là, pour moi, elle n'est pas négociable. Cela dit, je pense qu'il faut faire attention à ce que Marsha Angel, qui était éditrice de New England Journal of Medicine, disait au début des années 2000. Elle parlait beaucoup de l'impérialisme éthique, donc la transposition occidentale, des valeurs occidentales vers d'autres communautés ou d'autres nations. Donc, je pense qu'il faut être vigilant à ça. Cela étant dit, le respect de la dignité des individus, lorsqu'elle est contextualisée, invite les gens à écouter ce que les personnes ont à dire, c'est quoi les attentes que les gens ont par rapport, dans notre contexte ici, à l'utilisation des données qui va être faite.
Donc, dans ce contexte-là, si on regarde, par exemple, la gestion des données de recherche avec les communautés autochtones, vous connaissez pour la plupart probablement les principes PCAP, donc possession, contrôle, accès et propriété des données en tant que telles. Ben, c'est sûr que dans ce contexte-là, lorsqu'une équipe de recherche s'engage avec une Première Nation, ben, les mécanismes à mettre en place ou les éléments qui vont venir paramétrer la gestion des données vont être influencés par les priorités qu'accorde la communauté à ces données-là, à leur protection, leur contrôle et leur accès. Donc, c'est pas, comment dire, c'est pas antithétique ou c'est pas en conflit avec le respect de la dignité, parce que le respect de la dignité, c'est notamment d'écouter les attentes des gens, comme je disais tantôt. Je peux vous donner un autre exemple. Je me rappelle, mais ça m'a été compté. Je n'ai pas évalué ce projet-là en tant que tel. Mais au début des années 90, quand il y avait des projets avec des gens qui décédaient du VIH, ben, les comités d'éthique à l'époque étaient très prompts à dire non, les données doivent être absolument confidentielles et anonymes, alors que les patients qui étaient interviewés disaient non, moi je veux que mon nom soit diffusé, soit publié, parce que ça donne un sens à ma souffrance et à ma mort. Donc, quand on pense au respect de la dignité, ben des fois, l'anonymité ou la confidentialité n'est pas la voie à prendre dans certains contextes. Donc, c'est la raison pour laquelle je trouve que cette valeur-là, elle est capitale, elle est centrale et on peut l'articuler en fonction de tous les contextes dans lesquels on est, en fonction des acteurs qui sont en place. Donc, pour citer John F. Kennedy dans un de ses livres qui est extraordinaire, qui s'appelle Profils and Courage, il mentionne que we can resolve the clash of interests without conceding our ideals. Donc, c'est la même chose avec les valeurs. Les valeurs, c'est des idéaux qui nous guident. On a des intérêts individuels qui peuvent être multiformes, dépendamment des individus. Ce qui est important, c'est le dialogue autour de ça. Et le respect de la dignité des gens, c'est d'avoir ce dialogue-là et d'en venir à une posture, je dirais, consensuelle entre ceux qui fournissent des données, ceux qui les utilisent, les tiers qui demandent l'accès. Donc, voilà. Merci. Donc, la dignité des gens, effectivement. Et je vais reprendre encore à partir de M. Gibert, qui peut-être vous, avec vos travaux sur l'intelligence artificielle, vous avez quelque chose à ajouter sur ça. Ben, la question des valeurs, comme pour un philosophe spécialisé en éthique, là, c'est évidemment quelque chose de très important. Par exemple, j'aurais pas envie de dire que les valeurs nécessairement diffèrent ou sont relatives. Souvent en éthique, on a envie de penser qu'il y a des choses qui sont quelque chose qui est il y a un universel de justice, que les droits fondamentaux devraient être universellement respectés. Puis c'est pas parce que dans l'histoire, par exemple, l'esclavage a été considéré comme acceptable il y a un certain nombre d'années que les gens avaient raison. On peut tout à fait dire que les gens se trompaient. Mais alors, ceci mis à part cette remarque sur la relativité ou l'universalité des valeurs, alors évidemment, j'appuie le point sur le respect de la dignité humaine. Un clash de valeurs ou une confrontation de valeurs qu'on va souvent voir dans la littérature philosophique autour de l'éthique des données. Tout récemment, j'ai sorti pour l'Université de Montréal un MOOC, un cours en ligne d'introduction à l'éthique de l'IA. Il se trouve sur la plateforme Edulible. Et bon, il n'y a pas de leçon en tant que telle que j'ai consacrée à l'éthique des données, parce que il y avait déjà suffisamment de choses pertinentes à dire sur l'IA. Mais le chapitre où peut-être j'en parle le plus directement, c'est le chapitre qui s'appelle IA et surveillance, où notamment à partir du livre de Carissa Veliz qui s'appelle Privacy is Power, j'analyse ce type d'enjeu. Et donc voilà, dans ce chapitre-là, on voit qu'un clash fréquent, c'est le clash entre sécurité d'une part et puis liberté ou préservation de l'autonomie d'autre part. Je pourrais éventuellement développer un exemple de Clearview AI, qui est une firme de reconnaissance faciale qui propose un logiciel de vous montrer la photo d'une personne et puis elle vous dit si cette personne-là a mis sa photo sur Facebook ou je ne sais quoi, a mis cette photo en ligne. Et donc là, à partir du logiciel de Clearview AI, on peut retrouver
à partir d'un visage, le nom d'une personne. Alors au Canada, ça a été jugé, me semble-t-il avec raison, comme quelque chose qui enfreint les libertés fondamentales, quand bien même on pourrait argumenter, puis c'était l'argumentation de Clearview AI, mais non, pour la sécurité, la police, elle a besoin de ce type de logiciel pour repérer les criminels. Donc là, on avait vraiment une tension entre, d'un côté, on préserve la liberté des gens, et ici, la liberté l'autonomie des gens, quoi. Le souci par rapport à la vie privée, c'est que les gens n'ont pas accepté que leur image soit aspirée par Clearview AI pour faire tourner son gros algorithme de reconnaissance faciale. Donc, c'est là-dessus que s'est appuyé le commissaire à la vie privée du Canada pour dire non, on veut pas de Clearview AI au Canada, et même la GRC qui pourrait éventuellement l'utiliser à des fins intéressantes, ça reste illégal. Donc voilà, et là on a cette tension parce que voilà, la GRC, on peut penser que ça va faire augmenter la sécurité, mais non, il y a des limites à poser, et là celle-ci me semble bien. Je pense que la reconnaissance faciale, c'est quand même un truc potentiellement assez dangereux pour les libertés publiques. Bon, merci. Je vais passer la parole à Madame Harper. Je vais juste d'abord commencer à solliciter notre public. S'il y a des questions, posez-les sur le chat. Donc, écrivez sur le chat, puis je vais poser la question directement. Aussi, les gens qui sont en salle, vous pouvez lever la main à partir de maintenant en tout temps. On va rendre la chose un peu plus dynamique. Alors, Madame Harper. Merci. Donc, pour moi, il y a des valeurs non négociables qui ont déjà été mentionnées. Donc, vraiment mettre l'être humain au centre de nos valeurs en recherche et les éthiques de recherche. Mais aussi les êtres plus vulnérables. Les recherches sur les animaux, par exemple, doivent être guidées par vraiment un cadre sur ces types de recherches-là. Et les populations vulnérables au Canada, donc les Premières Nations, les Inuits, les Métis. Donc, il y a des principes dans mon domaine qu'on appelle PCAP, les OCAP en anglais, des Premières Nations. Et puis, c'est la version canadienne pour comment on affirme les droits des Premières Nations, on le contrôle du processus des collectes de données, qu'ils possèdent les données, qu'ils contrôlent aussi la manière dont ces informations peuvent être utilisées. Et puis aussi un équivalent international, les principes CARE pour la gouvernance des données autochtones. C'est deux bons cadres que je recommande fortement. Donc, juste par exemple, il y a eu, tu sais, dans notre passé, dans les pensionnats au Canada en 1940-50, la recherche sur la santé des jeunes autochtones dans les pensionnats. Donc, puis ça c'en est un exemple, mais il y en a plusieurs autres au Canada et aux États-Unis aussi, puis ailleurs. Donc, pour moi, c'est de centraliser l'être humain et puis de se faire guider par des cadres que comme en anglais, on dit nothing about us without us. Donc, rien avec nous sans nous. Les populations concernées dans ce processus-là de recherche, je pense que c'est toujours une valeur ajoutée. Super, merci. Monsieur Rancourt? Merci. Je pense aussi que le respect, c'est très important. Maintenant, l'éthique des données, c'est multidimensionnel. Il y a plusieurs valeurs qui entrent en jeu. Et je crois fortement que il faut penser les valeurs en termes de « et » plutôt que de « ou ». Celle-ci ou celle-là, non. Plutôt, on pense à celle-ci et celle-ci. Et comment trouver une combinaison, un équilibre qui fait que on se retrouve dans une situation qui est acceptable. Par exemple, Statistique Canada a le mandat d'informer. En théorie, ça pourrait pousser à recueillir toutes les informations à propos de tout sur tout le monde. Ça, c'est l'extrême théorique. Et de l'autre côté, on a le commissaire à la protection de la vie privée, dont le rôle est de
s'assurer de la protection de la vie privée, justement. Et l'extrême théorique serait qu'aucune donnée n'est divulguée jamais pour personne. Alors, il faut travailler ensemble, et c'est pas un ou l'autre, ce sont les deux. Et pourtant, les deux organismes opèrent. Un qui fournit de l'information dans le but du respect de l'autonomie des gens à prendre des décisions éclairées, et un autre qui fonctionne dans le but de protéger contre les intrusions non justifiées. Et à l'intérieur de ça, on trouve, en essayant de bien informer, avec des données de qualité, avec des contextes où on vise la nécessité plutôt que l'utilité. Beaucoup de choses sont utiles, mais sont-elles vraiment nécessaires? Et comment on concilie les deux? C'est comme ça qu'en ayant un cadre, ça permet de concilier les différentes valeurs. Je dis pas que c'est toujours facile et que la solution est toujours totalement apparente, mais je pense qu'en pensant en termes de « et » plutôt que « ou », ça facilite les choses. Donc, essentiellement, étant un phénomène humain, la collecte des données et l'archivage, c'est complexe. Donc, ça dépend, il faut contextualiser. Et là, la question que je me pose, l'autre question, c'est, parce que souvent, non, quand on pense à éthique et données, on pense à la donnée sensible. Alors, mais est-ce que l'éthique s'applique seulement quand il y a une donnée sensible relative à un être humain? Donc, est-ce que l'éthique, c'est un phénomène humain quand on parle des données, ou dans les sciences formelles, dans les sciences dures, est-ce qu'on a des problèmes d'éthique aussi? Monsieur Paré. Ouais, c'est une bonne question. Comme je mentionnais tantôt, on a le réflexe d'habitude de penser aux données avec des êtres humains, donc les renseignements personnels. Mais quand on regarde l'activité de recherche de façon générale à travers les universités, j'ai eu la chance de couvrir à peu près toutes les facultés, soit à l'Université de Montréal ou qui est rendue ici maintenant, dans le réseau de la santé. Il y a toutes sortes de projets de recherche qui soulèvent des enjeux propres à leur domaine. Donc, par exemple, en ingénierie, on a des projets où les données peuvent être visées par la réglementation sur les marchandises contrôlées, par exemple, parce qu'elles permettraient, entre autres, de recréer de la balistique, de l'armement ou toutes sortes de trucs. Je pense aux recherches qui sont sur des technologies en dual use, donc il y a une utilisation qui est civile, mais également militaire. Donc ça, c'est des données qui nécessitent une protection très particulière, qui ne concernent pas nécessairement des individus en tant que tels, mais qui sont sensibles d'un point de vue sociétal de façon générale. Donc, d'une part, il y a ces éléments-là. Il y a, si je regarde un projet de recherche qui s'intéresserait aux vulnérabilités structurelles d'un réacteur nucléaire, ça soulève des enjeux de sécurité nationale. Donc, à ce moment-là, on peut raisonnablement dire que ces données-là sont sensibles, bien que ça ne concerne pas dans l'immédiat, s'il n'y a pas de faille de sécurité, ça ne concerne pas dans l'immédiat les individus en tant que tels. Donc, je pense que c'est pas exclusif aux sciences humaines et sociales, c'est vraiment chaque domaine comporte des enjeux qui lui sont propres et pour lesquels on doit être le plus, je dirais, le moins naïf possible, en fait, et le moins d'éviter le plus possible de tomber dans une espèce d'optimisme sans réserve et de dire non, ça arrivera jamais. Parce que pour prendre une expression qui est bien de chez nous, ça prend du monde pour faire des stats à un moment donné. Ça prend du monde qui constitue les... Ouais, en fait, non, je parlais plus comme... Ça prend des individus qui font les statistiques, qui sont la personne sur 100 000. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est pas exclusif aux sciences humaines et sociales. Il faut vraiment... ou tu sais, je pense, juste un exemple très rapide, j'ai vu paraître un article dans Nature où on s'intéressait à la granularité des données en lien avec le positionnement géographique des espèces protégées. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, si on diffuse cette information-là, on indique exactement où sont les espèces protégées qui peuvent être sujettes à du braconnage. Donc là, on n'est pas du tout, ça rejoint un peu ce que Mme Harper mentionnait, donc on n'est pas du tout du côté humain, on n'est pas du côté de sécurité nationale, mais on est dans la protection des espèces. Donc en cette semaine de la COP 15, posons-nous la question. Donc voilà. OK, merci. Et je vais passer la parole à M. Rancourt. Merci. Dans bien des cas, même si c'est pas au départ des études ou de la recherche sur des êtres humains, très souvent,
il va y avoir une relation indirecte qui va amener aux êtres humains, soit par les coûts, soit par les choix qui sont faits. Par exemple, quand on a introduit un comité, un cadre d'éthique à Statistique Canada, les gestionnaires des programmes sociaux ont vu tout de suite le lien avec ce qu'ils font. Et les gestionnaires des programmes économiques se sont dit, c'est pour eux. Nous, on n'aura pas besoin de passer au travers de tout ça. Mais là, il y a des enjeux d'équité parce qu'il y a, si on parle d'entreprise, où fait-on la collecte, qu'est-ce qu'on publie, ça peut mener ça pourrait même nuire à certains secteurs industriels. Si on pense à un autre dérivé qui est l'environnement, aller prendre des prises de mesure ou des échantillons d'eau ou des échantillons de nature à différents endroits, est-ce qu'il y a peut-être pas des groupes qui pourraient sentir que c'est pas pour eux ou qu'on devrait pas aller à ces endroits-là? Puis on peut même penser après ça dans des enquêtes, pas des enquêtes, mais des projets de recherche beaucoup plus théoriques. Il y a un coût à ces projets-là et ce coût-là est nécessairement relié à un enjeu de nécessité, utilité. Et après ça, il y a tout l'aspect intégrité scientifique pour lequel il y a une intersection très grande avec les valeurs d'éthique. Ne pas falsifier les résultats, puis essayer de trouver les meilleures méthodes possibles, s'assurer qu'il n'y a pas de biais, même s'il n'y a pas de mauvaise intention, essayer de faire en sorte que tout soit fait selon les règles de l'art, selon des standards. Il y a des enjeux éthiques qui se collent à ces principes-là, à ces cadres de travail-là qui ont été conçus. Donc, bien sûr, au niveau des sciences humaines, l'être humain va être au centre et il nous vient à l'esprit beaucoup de choses concernant l'équité, ne pas nuire, la vie privée. Il n'y a pas de vie privée pour les atomes, mais il y a la vie privée pour les humains. Donc, il y a certaines valeurs ou dimensions qui sont pas là. Mais l'éthique des données en général s'applique à tous les domaines. Merci. Donc, je vais passer la parole à M. Guibert, puis ensuite à Mme Harper. Par la suite, je vais avoir deux questions, une qui vient de Zoom et une autre qui vient de la salle. Et puis, on va faire en fait trois questions, deux de la salle, on va faire comme ça, deux de la salle, puis une qui vient de Zoom, et on va faire un tour de table sur ces trois questions-là. Et donc, Monsieur Guibert. Oui, alors cette question me permet de parler d'un nouveau domaine d'éthique dans l'éthique de l'intelligence artificielle, qui est l'éthique de l'intelligence artificielle comme appliquée aux animaux, parce que il y a des données sur les animaux et il y a de l'éthique animale, et donc on peut tout à fait réfléchir au lien entre l'éthique animale et l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors c'est sûr que les enjeux de vie privée, ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est pas clair que les animaux aient une vie privée, qu'on ait mais quoique il y a des articles qui essayent d'imaginer comment ça pourrait se faire, mais en revanche, c'est sûr que les données qui sont utilisées dans l'agriculture de précision, etc., c'est des données qui pas d'une certaine façon, qui seront utilisées pour exploiter davantage et mieux les animaux. Donc là, ça pose évidemment un problème moral parce que les cochons dont on utilise les données, c'est de toute façon pour au final les envoyer le plus vite possible et le plus gras possible à l'abattoir. Donc là, c'est pas du tout dans l'intérêt des cochons qu'on récupère des données sur eux. Mais bon, et là, c'est pas juste dans ce domaine-là que les animaux sont un peu on n'en tient pas compte dans plein d'autres domaines. Là. Juridiquement, les animaux, ce sont des propriétés privées qu'on peut acheter et vendre. Donc, les données des animaux, c'est comme si elles leur appartenaient pas ou elles appartiennent simplement aux propriétaires des animaux. Mais en tout cas, voilà, il y a toute une réflexion à avoir, je pense, sur les données des animaux qui sont pas consentants à ce qu'on utilise leurs données. Donc, Madame Harper. J'ai rien d'autre à apporter, donc je passe mon tour à la prochaine question de la salle. C'est parfait. Donc, j'ai effectivement trois questions qui viennent de la salle. Alors, une question qui vient de Zoom, deux de la salle. Je vais faire d'abord, moi, celle qui vient de Zoom. Je vais inviter aussi les autres participants, si ont d'autres questions, de continuer à écrire sur Zoom. Puis, je vais passer la parole à la salle à Pietro, puis à Madame Baudry. Bon, la question qui vient de Zoom à partir de M. Bald a déjà un peu été répondue. Donc, comment on peut respecter la vie privée des animaux?
et quand on fait la collecte, on a déjà un peu répondu à ça. Puis moi, j'aurais envie d'ajouter à ça, donc les animaux n'ont pas des droits, on va dire ça de même. Est-ce qu'un jour, mais on se pose la question, est-ce qu'ils ont droit ou pas? Est-ce qu'un jour, on va aussi se poser la question si les robots de l'intelligence artificielle ont, il faut appliquer l'éthique à qu'est-ce que l'intelligence artificielle produit. Alors, ça, je vais ajouter ça. Et sinon, je vais passer la parole à Pietro, puis après à Madame Baudry. Click on the button. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parle plus fort. OK. Je vais poser la question en anglais parce que mon français n'est pas rendu là. Mais c'est davantage, je crois qu'il y a avec tous les gens, il y a une perception des valeurs. Je crois que lorsqu'on s'inquiète à donner des données à la recherche au gouvernement, ils sont plus inquiets que lorsque les données sont publiées elles-mêmes. Ce que je me demande, c'est pourquoi, si vous donnez des données à une compagnie pour que les gens, pour Facebook, Instagram ou tout sur le site web, vous donnez votre consentement à tout ce que tous les gens observent vos données, même là, mais que si vous posez la même question pour donner les données au gouvernement, alors, ce que je veux dire, c'est si toutes les données sont utilisées publiquement et que toutes ces compagnies publiques les données, utilisent ces données, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces données pour nos recherches? Moi, ma question est sur la réutilisation des données, puis je vais faire référence au principe de finalité que vous avez mentionné. Souvent, quand on collecte des données, il y a une finalité, on explique pourquoi on collecte les données, mais peut-être que quelques années plus tard, à mesure que la recherche avance, on découvre des nouvelles façons, des nouvelles questions de recherche qui seraient intéressantes sur ces données-là. Or, les personnes n'ont pas donné leur consentement à ce type de données-là particulières. Donc, si on se fie uniquement à la finalité des données et qu'après, elles ne peuvent plus être utilisées et qu'on doit retourner dans une autre collecte, n'est-on pas en train de freiner la science, l'analyse des données qui pourrait, dans le fond, réduire le fardeau de collecte des données en réutilisant des vieilles données? Donc, à mon avis, il y a un arbitrage ici à considérer. Et je me demandais quels conseils vous aviez, tous les 5, à nous donner à ce niveau-là, parce que ça peut devenir un réel problème. Donc, gardez vos esprits. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Gardez tout, c'est de vous rappeler de tout ça. Je vais, étant donné que Madame Harper avait passé son tour, je vais reprendre par elle. Ensuite, je viens ici en salle, Monsieur Paré, puis Monsieur Gilbert, puis Monsieur Rancourt. Donc, Madame Harper. Bon, donc il y a beaucoup d'informations dans ces 3 questions-là. J'ai pas beaucoup eu le temps de réfléchir, mais pour la question posée en salle avec le premier participant en salle, je dirais que I'm going to switch to English because you asked your question in English. Je vais peut-être passer à l'anglais parce que je vous dirais que l'argent et le pouvoir et la propriété intellectuelle est clé dans cette entreprise de recherche. Alors, ils ont des intérêts à protéger qui partage, qui a accès, et la propriété des données est clé dans l'industrie privée. Je ne sais pas si cela répond à votre question, mais c'est une question très intelligente et très moderne pour notre ère avec les médias sociaux. Pour la question de Madame Baudry, donc c'était de réduire le fardeau dans la réutilisation des données. Je suis pas certaine d'avoir
tout compris les nuances de votre question, mais c'est intéressant pour moi parce que je fais présentement une maîtrise avec le sujet de la réutilisation des données. Et puis, mon optique, pour moi, mon point de vue, c'est dans l'optique de la science ouverte, la recherche ouverte. Donc, pour moi, c'est sûr qu'il y a des valeurs, des considérations dans les éthiques, des considérations commerciales, de propriété de données, il y a des considérations légales dans la réutilisation de données. Mais mon point de vue, c'est que si on ouvre la science et puis on rend les données aussi ouvertes que possible, quand possible et aussi fermé que nécessaire, je pense qu'on va être dans un bon cheminement pour continuer d'ouvrir les connaissances au public, au grand public. Donc, pour moi, en fin de compte, c'est ça qui est l'important pour moi. Donc, je passe la parole au prochain. Merci. Puis, c'est pas nécessaire que tout le monde réponde aux 3 questions. Hein. Sentez-vous à l'aise de répondre à qu'est-ce que vous préférez. Monsieur Paré? Il y a plusieurs éléments dans cette question-là. Bon, la question de la vie privée des animaux. Bon, la vie privée des animaux, la question mérite peut-être d'être précisée. Fait étonnant, la donnée brute, en tant que telle, n'appartient à personne. N'a pas de statut juridique et c'est la raison pour laquelle ça soulève tout un tas d'enjeux. Dans certains cas, les données agencées, organisées, systématisées de façon intelligente et à dessein peuvent être protégés par le droit d'auteur. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais je vous invite à consulter la page du Bureau du droit d'auteur de l'Université Laval, page qui a été faite par Sonia Morales, qui est une experte sur cette question-là, une juriste, qui est docteur en droit, qui est extraordinaire là-dessus. J'ai assisté à une de ses conférences précisément là-dessus il y a 2 semaines maintenant. Donc, je vous invite à consulter ça. Pour ce qui est de la question de notre collègue, je vais répondre en français si ça va. Je vous ferai la traduction à la pause. Pour ce qui est de la question de tout le monde a un paquet de données, pourquoi en plus il faut demander le consentement ou des permissions pour accéder à des données que des compagnies ont? Je veux revenir sur la mission de base des universités. Les universités ont 1000 ans. Okay? Les premières universités ont été créées au début en 1880, en 1088. Donc, ça a presque 1000 ans, les universités. Qu'est-ce qui fait que cette institution-là a perduré dans le temps, dans l'histoire? C'est notamment le lien de confiance qu'on a avec la société. C'est notamment notre capacité à répondre je veux dire aux zeitgeist, à ce qui est dans l'air du temps aussi, notre capacité à se prémunir contre un bris de confiance avec la société qui nous héberge. Donc, il faut voir nos activités dans une perspective peut-être un petit peu plus large que simplement ce qu'on fait nous individuellement, personnellement, et le recadrer dans cette grande histoire-là. Des fois, ça nous aide à avoir des repères qui sont plus long terme aussi. Pour revenir à la question de Catherine, l'utilisation secondaire est toujours possible. Hein? C'est toujours possible d'utiliser des données qui ont été collectées d'abord pour une finalité et qu'on va utiliser à d'autres fins. Donc, par exemple, les données médicales, les données scolaires, les données qui sont les dossiers d'employés, par exemple, dans des entreprises. C'est toujours possible de l'utiliser, même à l'insu des gens. Donc, c'est l'encadrement juridique qui le permet. Du point de vue de l'éthique, on le permet aussi, on l'encourage aussi, parce que souvent, ça évite de devoir ressolliciter des gens. Donc, dans une perspective de maximisation des bénéfices et de réduction des risques pour les gens, il y a tout à fait lieu de réutiliser des données. Comme mon prof de théorie de la mesure, Clément Dassa, à l'époque, nous disait, il y a toujours des limites à presser le citron au niveau des données. À un moment donné, on a pas mal extrait la singulière moelle des données, mais c'est généralement encouragé. Là. Donc, cet élément-là, c'est pas parce qu'il y a un encadrement, puis M. Rancourt le disait bien au début, c'est pas parce qu'il y a un encadrement que ça nous empêche. L'encadrement nous donne aussi la liberté de faire justement ce qu'on fait en milieu universitaire, parce qu'on honore les engagements qu'on prend envers les fournisseurs, en guillemets, de ces données-là. Donc, voilà. Merci. Monsieur Guibert. Gibert oui, ou Guibert? Gibert, il n'y a pas de... C'est ça, exactement. Ouais. Je vais peut-être juste revenir sur votre question sur
Est-ce que des robots pourraient avoir une protection de la vie privée ou des choses comme ça, là, si on essaie d'être très spéculatif, mais les philosophes aiment bien ce genre de questions. En fait, probablement que le critère ici, c'est à partir de quel moment une entité, machine, animal, végétal, est ce qu'on appelle un patient moral, c'est-à-dire une entité envers qui on a des devoirs moraux. Et la réponse la plus courante actuellement en éthique de l'intelligence artificielle, c'est de dire une entité peut être un patient moral à partir du moment où elle est sentiente, c'est-à-dire à partir du moment où elle est capable d'éprouver du plaisir, d'éprouver de la peine, d'éprouver des émotions. Elle est consciente, si vous voulez. C'est à peu près la même chose que la conscience. Donc tant que, et à l'heure actuelle, aucun robot, aucun algorithme n'est conscient, ça va peut-être venir, ça va potentiellement venir, mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas, donc on n'a pas à se préoccuper à ça. Mais dès l'instant où on aura de bonnes raisons de penser qu'on a un système qui est sentient, peut-être que la question de sa vie privée devra être posée. En tout cas, voilà, un robot qui serait capable de souffrir, on a des bonnes raisons morales de pas le faire souffrir. Donc on pourrait penser que ça va être assez analogue pour les enjeux de vie privée. Merci. Monsieur Rancourt? Merci. Pour la première question sur l'éthique animale, c'est une bonne question. J'ai aussi une formation en philosophie, et si on regarde la philosophie, la morale, ça informe le débat public, et le débat public mène à une codification positive ou négative en loi. Et souvent, la loi a une ampleur qui est dépassée par l'éthique. Alors, je prends la question un peu comme un appel à essayer de faire en sorte que nos cadres éthiques soient en avance sur ce que les lois permettent ou permettent pas. Donc, présentement, qu'est-ce que la vie privée pour un animal? C'est pas défini ou mal défini, mais ça n'empêche pas qu'il faut aller un peu au-delà des lois. Et c'est un peu ça qu'on fait, par exemple, à Statistique Canada. En général, la loi sur la statistique au Canada nous permet d'accéder à toutes les données de toutes sortes, privées, publiques, dans l'ensemble du Canada. Et c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on le fait. Il y a des enjeux de perception, il y a des enjeux d'acceptabilité, il y a des enjeux éthiques, et on tient compte de ça dans notre utilisation. Et si on pense, par exemple, à la question sur la réutilisation est une forme de nouvelle collecte. Et si on a des données qu'on a collectées pour l'objectif A et que l'objectif B survient quelques années plus tard, quelques mois plus tard, peu importe, on se repose la question, on refait une évaluation éthique en se demandant quelle est la nécessité, la proportionnalité, et ça peut mener à oui ou non l'utilisation d'appariements, par exemple, pour réutiliser des données existantes. Et la question sur l'information qui semble naviguer vers l'intérieur des entreprises privées plus facilement que vers l'intérieur des entreprises publiques, gouvernement ou académiques ou autres, c'est un enjeu de société qui est pas facile à résoudre. Il y a un retour très rapide pour les citoyens à fournir de l'information aux entreprises privées, et le consentement n'est pas complètement bien informé. Parce que les gens s'achètent une voiture et ils remplissent en vitesse dans un bureau du coin du concessionnaire 6 formulaires qui ont l'équivalent de peut-être 15 000 mots. Et mettez vos initiales ici, signez en bas. Et ça envoie plein de données à plein d'endroits pour toutes sortes d'utilisations. Les gens le font parce qu'ils veulent la voiture. Quand on fournit des données à une entreprise de recherche comme une université ou comme Statistique Canada, quel est le retour immédiat? Il n'y a pas de retour immédiat. Il y a un retour de bien public général sur quels sont les meilleurs médicaments qui vont émaner dans 5 ans de ça. Quel est le meilleur endroit pour construire un hôpital ou une école dans cette ville? Alors, c'est un enjeu social de perception de l'utilité de ça. Et idéalement, le public devrait avoir droit aux données, mais il y a plusieurs personnes qui considèrent que les données sont moins en sécurité dans le public, particulièrement le gouvernement, parce que le gouvernement peut changer les lois, tandis que le privé subit les lois et doit les suivre. Doit les suivre
il faut voir quel genre de document de 80 pages de consentement que les gens doivent écrire, doivent signer. Mais c'est le contexte qui crée cette difficulté. Merci. On va ouvrir un peu de dialogue. Je vois qu'il y a Madame Harper qui lève la main, mais je vais peut-être d'abord, Catherine, veux-tu poser ta question, intervenir? Madame Harper, alors, allez-y. Je voulais juste ajouter un petit point pour la question dans la personne dans la salle. So I just wanted to add for the person that asked the question about sharing data. Celui qui a posé la question par rapport aux données privées. Donc, je voulais parler aussi un peu de l'utilisation équitable et puis la loi sur le droit d'auteur au Canada. So, in Canada, we have the copyright laws that are very favorable to. Nous avons des lois sur la vie privée qui sont favorables. So, and that's a way for us to. Mais voilà ici une façon d'étudier, de critiquer, de satiriser, de réviser l'information pour que le public puisse le consommer. Je crois que cela est quelque chose qui me rend enthousiaste par rapport à l'utilisation des données dans un monde moderne. Je vais profiter de l'occasion d'avoir plusieurs experts autour de la table. Et ma question, dans le fond, vient de la dernière intervention de M. Rancourt à StatCan qui disait que le but de la collecte de données au public, il n'y avait pas de retour vers la personne de qui on collecte la donnée. Parce que chez le concessionnaire, la personne va avoir la voiture, donc elle est prête à signer n'importe quoi pour avoir la voiture. Et si on faisait ça du côté des chercheurs et du gouvernement, par exemple, moi, en 2010, avec un étudiant, on avait fait une enquête très détaillée auprès d'entreprises d'aérospatiales. Et une fois toutes les données collectées, on a envoyé un rapport d'étalonnage où on situait la réponse de l'entreprise par rapport à tous les répondants, leur disant, ben, pour chacune des questions, voici où vous vous situez. Et puis, une chose à laquelle on a réfléchi avec l'équipe, d'ailleurs, on a participé à un excellent hackathon de données co-organisé avec Statistique Canada en mai dernier. Et oui, et une des solutions qui était proposée par l'équipe, que j'ai précisé par la suite dans LinkedIn, c'est un concept que j'ai appelé, en fait, qu'on a appelé collectivement Precision BIGS. Donc, BIGS, c'est Business Innovation and Growth Support. En français, ça fait la scie de précision, si vous voulez. Là. Donc, c'est pas tout à fait le même concept. Mais bon, on pourra en débattre. J'ai des philosophes autour de la table. Donc, mais la question était de savoir, est-ce que les chercheurs, les gouvernements n'ont pas aussi un devoir de retour envers l'entreprise, non pas uniquement d'un point de vue collecte de données et biens publics, comme vous l'avez mentionné, mais un retour précis à l'entreprise qui dit, ben voici où vous vous situez, quelles seraient les recommandations qu'on pourrait ajouter à ça, puis libre à vous de suivre les recommandations, mais on vous donne au moins l'heure juste. On vous donne, donc il y aura un incitatif à répondre à des questions, au même sens que la personne veut la voiture, donc va mettre ses initiales puis permettre que ces données soient envoyées partout. Donc, comme on s'apprête à réfléchir aux nouvelles subventions, ben, je vais bénéficier de votre expertise pour raffiner le concept. Oui, M. Rancourt, David regarde ça. Donc, okay. C'est un très bon point. Je suis entièrement d'accord. En fait, quand j'ai répondu, je pensais à des individus plus que des entreprises. Par exemple, la grande quantité, millions d'individus qui vont dans Amazon puis qui donnent de l'information puis ils reçoivent ce qu'ils ont acheté. Dans le contexte, par exemple, de Statistique Canada, où on fait des enquêtes et mensuellement, la somme de nos enquêtes, on recueille peut-être des informations auprès de 300 000 personnes mensuellement. Donc, c'est plus difficile de le faire individuellement, mais on pourrait le faire. Il y a toujours moyen de le faire par groupe. En fait, on a nos publications. Nos chiffres servent à d'autres ministères et à des politiques publiques.
On essaie d'améliorer notre façon d'interagir avec les répondants autrement que juste la communication, mais en faisant de l'engagement et en ayant un retour plus concret. Maintenant, c'est difficile à faire et on est dans une société individualiste et on pourra pas répondre à ce besoin-là des individus dans tous les cas, mais c'est un enjeu avec lequel on traite qui explique, ça veut pas dire qu'il faut qu'on fasse rien, mais qui explique dans une certaine mesure pourquoi plusieurs personnes considèrent que c'est correct de fournir l'information aux entreprises privées et moins aux entreprises publiques. Donc, on a un rôle à jouer. C'est pas juste de prier pour un changement sur l'individualisme des gens dans la société. Il y a quelque chose qu'on peut faire et on travaille dans cette direction-là. Mais voici où nous sommes. Monsieur Paré? Ben, en fait, la question est fort intéressante. Faut pas se leurrer, là, la majorité du temps, la recherche qui est faite en milieu universitaire, en particulier quand c'est mené par des étudiants, il n'y a pas d'avantage pour les participants à prendre part au projet, contrairement à, par exemple, des essais cliniques, où là, les gens vont voir plus directement les retombées du projet. D'ailleurs, c'est fascinant. Quand on regarde la littérature sur la propension des gens à rendre disponibles leurs données dans le secteur de la santé, les gens sont toujours favorables parce que ça contribue au bien-être de la communauté, ça va soutenir, par exemple, j'ai un cancer, la recherche sur le cancer, ça va éviter les souffrances chez d'autres. Donc, il y a une espèce de proxy, un peu comme l'analogie de l'auto que Turancourt mentionnait. Donc, il y a des bénéfices immédiats et directs. C'est sûr que les comités d'éthique, on a d'habitude dans les bonnes pratiques de dire, faites un retour de résultats aux participants. C'est justement une des raisons pour laquelle on essaie d'inciter les gens à le faire, les équipes de recherche à le faire, parce que souvent, ça a un effet de consolider de fidéliser, en fait, les participants à la recherche parce qu'ils voient les retombées. OK, j'ai fait ça, c'était bien obscur, je répondais à des questions, je savais pas trop à quoi ça servait. Et finalement, j'apprends que, je me situe en moyenne ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment des pratiques qui sont à mettre en place, mais en toute honnêteté, on fait pas de suivi là-dessus au niveau des comités d'éthique. Les équipes peuvent bien dire, oui, on va vous envoyer les publications ou un résumé vulgarisé des résultats de la recherche, mais on fait pas nécessairement de suivi pour voir si ça l'est fait. Mais je pense que collectivement, on gagnerait effectivement à avoir cette pratique-là, ne serait-ce que pour fidéliser les gens, puis que les gens comprennent ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce qu'on fait en milieu universitaire aussi. C'est très cryptique ce qu'on fait des fois, puis c'est sur une échelle temporelle qui est pas... On fait la collecte de données, il y a de l'analyse, il y a un cycle de publication, il y a, entre la collecte de données puis le résultat qui est rendu dans les médias, il y a peut-être des fois des 2-3 ans qui peuvent s'écouler. Donc, des fois, on est dans un espace-temps qui est un peu différent que celui des participants. Est-ce qu'il y a quelqu'un des invités qui veut ajouter quelque chose? De moment, non. Donc, il nous reste 5 minutes. Et je vais, d'une certaine manière, résumer la dernière question qui restait, qu'on avait concordé ensemble. Et puis, vous répondrez à ce que vous voulez, à 1 ou à 2 ou à 3. Essentiellement, on a déjà parlé un peu de sciences ouvertes, open data, open access, et donc de partage de données, de réutilisation des données. Mais est-ce que c'est vrai que ce partage de données, cet open access, est d'emblée positif pour la société? Est-ce que c'est une fausse crédence? Ou, voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que la liberté académique ou l'avancement technologique, je pense à l'intelligence artificielle dans ce cas-là, donc la nécessité d'avancer technologiquement. Donc, les bénéfices de l'avancement technologique et d'un autre côté, les bénéfices de la liberté académique. Est-ce que ce sont des valeurs qu'ils doivent toujours primer, doivent toujours être prioritaires? Et puis, enfin, est-ce qu'on avait un peu parlé, est-ce que la divulgation des résultats de recherche, c'est sensible? Est-ce que des fois, même si la recherche est bien faite, est solide, etc., est-ce que ça arrive des fois qu'on ne doit pas divulguer certains résultats pour des questions éthiques? Est-ce qu'on peut construire un robot de l'intelligence
un robot doté d'intelligence artificielle, mais on ne doit pas les commercialiser ou les mettre en société pour des questions éthiques. Donc, je fais un peu le mélange de tout ça. Là. Donc, vous répondez à qu'est-ce que vous voulez, vous ajoutez qu'est-ce que vous voulez. Je vais recommencer par M. Paré, puis je vais aller sur Zoom. Eh boy! Pour laisser du temps à mes collègues, je vais essayer d'être très, très rapide. Donc, je pense qu'au niveau de l'open data, il y a un postulat de base qui n'est jamais explicité et qui me paraît crucial. C'est que l'open data est toujours conçu dans un contexte de partage entre les chercheurs, en milieu universitaire, avec des gens qui comprennent l'utilisation des données et les enjeux de protection qui y sont associés. Par contre, l'open data présume la mise à disposition publique des données. Et dans ce contexte-là, je pense que, puis là, ça va être très char de ma réserve académique. Je veux dire, on a passé à faire 3 ans de pandémie qui nous a montré que les gens ne font pas la distinction entre faire ses recherches et faire de la recherche. Donc, la journée où des gens commencent à utiliser des données en accès libre avec des méthodologies plus ou moins approuvées, qui commencent à diffuser des résultats qui sont pas vérifiés par les pairs, ça crée un bruit de fond qui vient miner la mission des universités, qui est celle de tester avec robustesse les idées et de contribuer au développement des connaissances vérifiées. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit prudent au niveau de l'open data. Et ça, je déroge pas de ma position par rapport à ça. L'autre élément, pardon? L'open science aussi. Oui, l'open science. Ben, l'open science, au moins, les gens ont accès aux articles. Puis bon, enfin, mais l'open data me semble poser plus d'enjeux. Pour revenir très rapidement sur la liberté académique confère à l'université justement cette latitude-là. Et dans le hackathon que Catherine mentionnait, ma position a été très claire là-dessus. Je pense que les chercheurs doivent avoir accès à toutes les données qu'ils ont besoin pour mener les recherches qu'ils se proposent de faire. Par ailleurs, ça appelle à des responsabilités et des obligations qui se doivent d'être respectées. Donc, c'est cette espèce de jeu d'équilibre-là, de check and balance entre on a énormément de liberté et d'autonomie comme organisation, mais en même temps, pour être en mesure d'avoir ça, on a des responsabilités envers la société civile qui se traduit par des responsabilités et des obligations en matière de protection de la vie privée, de protection des données, des engagements qu'on a avec nos différents partenaires. Donc, je pense que c'est cette... on se doit d'être redevable envers la société, notamment envers la confiance qu'elle nous confère. Je vais essayer de rester là. Merci, William. Madame Harper, puis ensuite, on va faire Monsieur Guibert et on va terminer avec Monsieur Rancourt. Merci. Donc, c'est bon que je suis à la prochaine pour suivre Guillaume parce que on a un peu des points de vue semblables quand même. Mais pour moi, la science ouverte, c'est vraiment sur laquelle je suis vraiment axée présentement dans mon travail et que j'encourage, c'est devenir plus ouvert dans la science. Ça veut dire aussi être compétitif globalement, mondialement. En Europe, ils ont beaucoup cet aspect-là développé dans la recherche. Et puis quand je dis open science, j'inclus dans ça les ressources d'éducation ouvertes, les données ouvertes, mais quand j'ai dit au début, aussi ouvert que nécessaire et aussi fermé que nécessaire aussi. Mais et puis j'entends aussi open access, donc ça veut dire que les embargos que les journaux ont sur les publications des résultats des académiques, des chercheurs dans le fond, devraient être ouverts au grand public. Puis c'est là où c'est intéressant parce que on sait qu'avec les grands problèmes sociaux comme COVID-19 nous ont donné l'avantage d'avoir un processus plus avancé en science, en publication de la science. Et puis aussi, c'est l'équité des connaissances. Donc, pour moi, ça devrait être ouvert à tout le monde de pouvoir s'informer sur les avancements scientifiques. Mais quand on parle de les données ouvertes, je suis pas nécessairement d'accord ou pas d'accord. Je pense que c'est vraiment pas un noir et un blanc, comme j'ai dit au début. C'est vraiment un gris parce que
C'est sûr qu'il y a des limites à toutes. Et puis, moi, j'entends les données ouvertes pour les chercheurs, pour d'autres chercheurs. Le problème avec les données ouvertes présentement, c'est qu'il n'y a pas de suivi. On ne sait pas comment retrouver comment quelqu'un a réutilisé nos données, par exemple. Et puis, ça serait intéressant de formaliser un processus technique pour les trouver, pour trouver les résultats de recherche qui ont été publiés par rapport sur la base des données déjà collectées par quelqu'un d'autre, donc réutilisées. Donc, tout ça est intéressant. Moi, je vais laisser ça comme ça. Merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup. C'est Monsieur Dubert. Oui, alors sur les enjeux de open data, j'ai pas tellement réfléchi. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tant que chercheur, je vois toute l'absurdité qu'il y a à devoir payer pour des articles faits par des universitaires qui sont payés par le public et juste pour enrichir des revues. Là, donc là, au niveau de l'open access, il y a vraiment des gros progrès qu'on peut faire. Ça dépend des disciplines, etc. Mais ça, c'est clair pour moi que ça serait un progrès. Si j'ai envie de résumer toute la discussion d'aujourd'hui, et ça vaut pour les données, mais ça vaut pour beaucoup d'enjeux liés aux nouvelles technologies. Il y a l'idée de base, c'est que ces nouvelles technologies, elles nous apportent de nouveaux pouvoirs. Il y a des choses qu'on peut faire maintenant qu'on ne pouvait pas faire avant, alors que ce soit avec les données, que ce soit avec les systèmes d'intelligence artificielle, etc. Et qui dit nouveau pouvoir dit nouvelle responsabilité. C'est un peu ça ce qui est derrière tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et pour peut-être finir sur quelque chose de concret et qui répond un peu à la question de est-ce qu'il n'y a pas des technologies on devrait simplement dire stop. Après tout, personne, quoi, on peut rester maître de notre destin en disant ça c'est une technologie, en fait on n'en veut pas. Et probablement que la reconnaissance faciale que j'évoquais serait un assez bon exemple de ça. C'est une technologie qui semble avoir plus d'aspects négatifs que positifs. Donc voilà, comme on a interdit un certain nombre de technologies dans le passé, peut-être que ça vaudrait la peine d'interdire la reconnaissance faciale. Merci beaucoup. Monsieur Rancourt. Merci beaucoup. Comme on approche de la fin, je ne vais pas répondre à chacune des 3 questions, mais je vais faire un commentaire général qui est le suivant. La société évolue constamment et comme organisme public, Statistique Canada, comme organisme parapublic ou public académique, les universités, on veut rester pertinent, puis on veut faire de la recherche et produire de l'information sur la société telle qu'elle est dans son évolution. Alors, pour faire ça, c'est nécessaire d'avoir accès à la plus grande quantité possible d'informations, de données pour pouvoir faire ces travaux-là. Maintenant, est-ce qu'on veut faire tout? Il y a un principe sous-jacent à ce qu'on a dit, qu'on n'a pas mentionné explicitement, c'est une valeur, en fait, c'est la précaution. Et la précaution se décline de différentes façons en éthique, en intégrité scientifique, en gestion des données et même en termes de bon sens. C'est une valeur qui rejoint les individus. Donc, si on parle de nécessité et d'importance de faire quelque chose pour être pertinent et qu'on parle de précaution, cette parenthèse-là englobe beaucoup et peut aider à bien expliquer aux Canadiens pourquoi on veut avoir autant d'accès aux données, tout en étant doté de la faculté de prévenir et d'user de précautions. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci à tout le monde. Évidemment, on a dépassé notre temps. Et moi, je vais juste remercier aux participants, mais surtout aux invités de cette table ronde aujourd'hui. Et on va probablement faire une rencontre au printemps on va inviter tous les participants de nos 10 webinaires à y être. Si vous voulez, on mange, on boit. Donc, je vous dis, vous allez avoir peut-être une dernière sollicitation de ma part pour faire le post-mortem dans le fond avec nous de cette série de webinaires. C'est ça, de célébrer post-mortem. Célébrer cette série de webinaires. Post-mortem, c'est plus interne, mettons. Célébrer, c'est plus externe. Donc, je vous remercie encore. Donc, passez une bonne journée et à la prochaine.